Voilà, donc nous entamons cet après-midi le 6e thème de ce colloque qui porte, comme on vient de le rappeler, sur la question des sources. Et il s'agit donc d'une séance dont l'ambition est plus méthodologique, plus documentaire peut-être, et qui est le bienvenu, puisque les historiens peuvent imaginer toutes les problématiques, toutes les questions qu'ils veulent. Si la documentation n'est pas là, si la documentation ne suit pas, eh bien, il est évidemment impossible d'aller très loin. Alors, plusieurs types de sources ont évidemment déjà été évoqués à la faveur des précédents thèmes, et je vous en rappelle quelques-unes. Les sources législatives, réglementaires et la jurisprudence, par exemple, ou bien un certain nombre de publications techniques qui ont été évoquées également. Ce qui est de l'ordre des traités naturalistes du XIXe siècle aussi, des notices d'encyclopédistes, des exemplaires, un certain nombre de discours économiques et agronomiques, pour ne pointer que quelques-unes des sources qui ont été à la base des recherches qui vous ont été présentées jusqu'ici. Alors nous allons donc maintenant aborder plusieurs types de sources particulières et notamment avec Geneviève Profit qui est conservateur du patrimoine au département de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'agriculture aux archives nationales. Plusieurs types de sources qui vont nous offrir le point de vue des hommes, le point de vue des archivistes, le point de vue des différents services administratifs en charge de cette gestion documentaire et qui permet de mettre en évidence à travers la nomenclature un certain nombre de notions et de postures relatives à la question de nuisibles. Et je lui cède d'emblée la parole pour une vingtaine de minutes. Donc, dès les travaux préparatoires en vue de ce colloque, nous nous sommes interrogés aux Archives nationales sur la manière dont cette notion de nuisible pouvait apparaître dans les fonds que nous conservons. Cette communication sur les animaux et plantes nuisibles, donc selon les inventaires des Archives nationales, est donc issue en partie du travail de plusieurs collègues, personnels scientifiques des Archives nationales, conservateurs, qui ont bien voulu se pencher chacun pour les fonds dont ils ont la charge sur la question. Et je tiens à remercier, en suivant la chronologie des fonds, Pierre Jugy, Roselyne Salmon, Yann Potin, Isabelle Chave, Henri Pinoteau et Thierry Guillepin, qui m'ont tous donné des pistes. Alors je voudrais ici présenter à travers quelques exemples de la façon dont cette notion peut être appréhendée à partir des documents qui décrivent les archives, les inventaires, mais je ne saurais être exhaustive. La notion de nuisance est en soi une notion propre à faire exister des archives. En effet, les archives de l'administration sont d'autant plus présentes qu'il y a troubles ou dérangements ressentis pour soi, pour les autres, pour l'ordre public. Les troubles font l'objet de plaintes, de demandes d'aide auprès de l'administration. Les nuisances peuvent faire l'objet de réglementations administratives, de la mise en place d'une législation, de plans organisés, de communication, d'information, de subventions, de nouvelles organisations administratives. Cette notion devait donc trouver un écho dans les fonds que nous conservons aux Archives nationales, qui sont principalement les fonds des administrations de l'État, du pouvoir central, d'autant que cette notion a été une catégorie administrative, mais pas seulement. C'est donc dans ces fonds, en tout cas, que nous avons orienté nos recherches. Les animaux et plantes nuisibles, ou considérés comme tels, ont fait l'objet de mesures particulières, on l'a vu. La louveterie existe depuis le Moyen-Âge. Les louvetiers recevaient des commissions pour tuer les loups, les loutriers des commissions pour tuer les loutres. Et 2 ordonnances d'Henri IV de 1600 et 1601 exigent que les seigneurs organisent régulièrement des battues aux, je cite, loups, renards, blaireaux, loutres et autres bêtes nuisibles. Selon Cyril Kolodjès, qui a fait sa thèse sur le discours juridique de la louveterie entre le 9e et le 18e siècle, c'est la première fois que le langage juridique édicte des normes de destruction communes à plusieurs espèces animales. On voit alors apparaître le terme « bête nuisible » qui est repris ensuite dans les textes royaux. Alors cette notion la retrouve-t-on dans les inventaires des Archives nationales et si c'est le cas, sous quelle forme ? Les inventaires qui décrivent, sous l'Ancien Régime, les registres de lettres patentes et actes du secrétaire d'État de la Maison du Roi
font apparaître les nombreuses ordonnances concernant la destruction des loups, l'ennemi par excellence, dont Jean-Marc Morisseau nous a parlé hier et dont il nous a dit la masse considérable d'archives qu'elles engendraient. Nous avons donc dans l'index une entrée loup. Quelques exemples. Ordonnance pour la destruction des loups aux environs de Pontoise et de Compiègne, 19 février 1720. Ordonnance pour la destruction des loups aux environs des villes de Montfort et Chevreuse, 14 mars 1729. Lettre de M. Hédicourt, grand louvetier, pour faire face aux chasses aux loups dans la région d'Auxerre, avril 1732. Il y aurait de très 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 nombreux autres exemples. Pour continuer avec la législation, depuis la Révolution, la série A, dans laquelle sont classées les lois, décrets et actes originaux de 1789 à 1945, nous fournit l'ensemble de la législation sur le sujet. Les discussions des assemblées, ainsi que les dossiers d'Assemblée générale du Conseil d'État depuis 1871, ainsi que les dossiers de contentieux du Conseil d'État, permettent de mettre en lumière l'élaboration de la législation sur les nuisibles. Les termes animaux nuisibles, chasse, garde champêtre, garde forestier, gibier, insectes nuisibles, loups, phylloxéra, administration forestière, agriculture, code forestier, forêt, loi forestière permettent de faire apparaître les textes et documents qui renseignent sur notre sujet. Les dossiers généraux du Conseil économique et social et environnemental abordent les questions posées par la forêt en 1960, les calamités agricoles 1961, la protection des récoltes 1983, la protection de la nature la même année, le développement de la chasse et de la pêche 1984, la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement 2008. Et en cela, la question des nuisibles est abordée, même si elle n'est pas première ou explicite. Pour l'Ancien Régime, j'y reviens, des dossiers relatifs à ce qui a été considéré comme animaux nuisibles sont certainement également présents dans la correspondance du ministre de la Maison du Roi. L'entrée « bête féroce » qui existe permet de remonter certains dossiers, concernant le loup évidemment. L'entrée « animaux vagants » dont on a parlé ce matin fait également apparaître des dossiers relatifs aux divagations des troupeaux dans les rues. Oui, c'est ça. Et il s'agit d'animaux domestiques qui peuvent aussi, sous certains aspects, paraître nuisibles, même dangereux. Dans la série des archives qui concernent spécifiquement l'agriculture pour la fin de l'Ancien Régime et le XIXe siècle, les inventaires qui décrivent les documents indiquent loups et bêtes nuisibles. Il s'agit bien d'un « et » inclusif, évidemment, mais qui indique bien le danger. Aux chercheurs d'aller voir ce que cela recouvre en consultant les documents. Comment ça tourne ? Voilà. Donc, je n'insisterai pas plus sur les archives relatives à la lutte contre les loups, dont on a déjà parlé, sauf pour vous présenter ce plan de chasse à la bête du Gévaudan, comme on va très vite l'appeler, un document tout à fait original, qui n'est pas daté, mais qui a été établi entre 1764 et 1767, période au cours de laquelle, dans la région du Gévaudan, plus d'une centaine de femmes et d'enfants sont massacrés par un animal qui paraît mystérieux et particulièrement redoutable, nommé dans le document animal anthropophage ou bête féroce. Ce plan est une pièce isolée. Il représente la région du Haut-Gévaudan, actuellement entre la Lozère et la Haute-Loire, autour de Pauliac, Chazelles, Saugues. Il est adressé au comte de Saint-Florentin, ministre de Louis XV, à qui un assentiment et un appui sont demandés. Et une autorisation spéciale sera nécessaire, avec sans doute un règlement. Il s'agit de présenter le plan d'une grande battue organisée avec l'aide de populations locales, à l'image des battues faites contre les loups, mais avec une ampleur bien considérable, à la hauteur de la terreur ressentie. On va le voir. Le schéma, au centre, représente un espace donné. Mais attendez, j'arrive pas à tourner le truc. Ah, voilà. Il délimite par un cercle une aire de chasse sur la montagne de la Margeride, où l'animal est censé se trouver, où devra se tenir la chasse. Le plan est grand et circulaire, il fait 48 cm de diamètre. Au centre de la représentation apparaissent lieux-dits, bois et cours d'eau. Le plan est très détaillé, mais il n'est compréhensible que grâce aux explications qui entourent la partie centrale. D'après les indications, les chasseurs, 4500 batteurs armés de baïonnettes ou fourches de fer et 150 tireurs sont recrutés dans les 46 paroisses environnantes. Il y a en plus 1 ou 2 hommes à cheval pour prévenir le commandant de la chasse au cas où l'animal serait débusqué. Nul ne saurait se dérober sous peine de prison ou d'amende. Le nom des paroisses est inscrit autour du cercle, délimitant l'enceinte de chasse, à l'endroit où les hommes recrutés pour la battue doivent se placer. Les modalités de la chasse sont décrites en détail.
Elle doit commencer à 8 heures du matin et se terminer à 2 heures de l'après-midi et se tenir de préférence au printemps quand les récoltes ne sont pas encore montées. Mais l'auteur du plan semble se laisser emporter par l'élan de sa description et donner à son projet une ampleur de plus en plus grande, pour lui à la hauteur du fléau redouté. L'opération sera infaillible si aux hommes des paroisses indiquées, on ajoute des hommes des paroisses dépendantes de Saint-Flour et de Langeac. Il ajoute un bataillon d'infanterie et il propose d'apeurer l'animal avec le son des tambours, mais c'est là une pratique habituelle dans les chasses. Ce document est en lui-même une conséquence des frayeurs et de l'angoisse provoquées par les ravages d'un animal ou d'animaux sauvages et cruels dans une région rurale où l'économie est alors misérable. Il présente un intérêt sociologique évident. Images et écriture sont étroitement liées pour représenter l'espace et l'action de l'homme sur la nature qu'il veut dominer. Je vous présente maintenant... sous la Restauration, en 1816, les archives issues des services du grand veneur de la Maison du Roi. Il s'agit d'états des contrôles faits par les gardes de la conservation de Versailles en 1816, établis pour les paiements. Ils nous permettent de voir apparaître d'autres nuisibles qui n'étaient pas cités avant la Révolution. Sont distingués les animaux et oiseaux de proie détruits, avec le prix accordé aux gardes pour chaque espèce et tête contrôlée. On a les renards vieux et jeunes, blaireaux, putois, chats, chat-huants, belettes, hérissons, rats, loirs, chiens, milans, tiercelets, vieux et jeunes, buses, pies, vieilles et jeunes, geais, pie-grièches, vieilles et jeunes, hiboux et chouettes. Donc, je vous ai présenté le tableau pour la généralité de Versailles, ici Saint-Germain et Fontainebleau. Ils sont signés par le conservateur des forêts, domaines et chasses du roi. Ces documents ont une utilité en termes de comptabilité et sont décrits comme tels dans l'inventaire qui mentionne paiement du personnel de la Maison du Roi. Ils peuvent tenir lieu pour le lecteur de statistiques. Mais nous avons pour le XIXe siècle d'autres éléments concernant les statistiques. Ce sont des tableaux par département. Je vous en présente deux. Ils ont été faits pour la statistique générale de la France par les préfets. Je vous présente l'Ariège et la Corse. État des animaux nuisibles pris et tués dans le département de l'Ariège pendant l'année 1945 sont indiqués ours, loups, renards, sangliers, putois, fouines, chiens enragés, chiens vagabonds, autres espèces. Pour la Corse, la destruction n'est soumise à aucun contrôle et ne peut être comptée. Une note sous le tableau se contente d'indiquer qu'il n'y a pas de renards et de sangliers, qu'il y a beaucoup de renards et de sangliers, les autres animaux ne sont pas présents. Alors, si le plan de chasse était à la mesure de l'angoisse ressentie, le langage administratif apparaît à travers la plupart de ces documents, parfois englobant et généraliste, parfois précis, notamment les espèces en les décomptant. Car l'administration, pour lutter contre les animaux nuisibles, n'hésite pas à mettre en place des plans d'action. Sous la Révolution, l'administration de l'agriculture s'organise. Nous conservons une sorte d'organigramme qui reste énigmatique, car il n'est pas daté. Je pense qu'il date de l'an 9, moment où apparaît une deuxième division agricole au sein du ministère de l'Intérieur. Le propos est intéressant. Il présente les fonctions d'une seconde division, agriculture animale, avec une première section, conservation des animaux utiles ou vétérinaires, et une seconde section, destruction des animaux nuisibles, chasse. Les catégories sont en cours de définition. C'est une pensée en mouvement, je dirais, en construction. Dans les animaux utiles sont indiqués le cheval, l'âne, le mulet, le bœuf, le mouton, la chèvre, le cochon, le lapin, le chien, les oiseaux de basse-cour, le ver à soie, les abeilles, les poissons, les bœufs, les moutons, donc des animaux domestiques. En ce qui concerne les chèvres, j'en reparlerai tout à l'heure, on notera, indiqué sur la droite du document, la volonté de rechercher les moyens les plus propres à prévenir les effets désastreux de leurs dents sur les végétaux sans se priver de leurs produits, et affinement, allongement de leurs poils. Pour le chien, moyen d'en diminuer le nombre et de les utiliser en perfectionnant dans chaque variété les qualités physiques et morales qui les distinguent. Les animaux utiles doivent être en état de santé et le service doit s'occuper de la multiplication, de l'éducation et de l'amélioration des races. Un état de maladie, guérison, école vétérinaire. En dessous, j'aurais dû vous montrer ça. En dessous, seconde section, celle qui s'occupe de tous les animaux nuisibles à l'agriculture. Loups, renards, blaireaux, fouines, putois, belettes, rats, loirs, taupes, pies, geais, moineaux, insectes.
Ils sont classés du plus gros au plus petit, sans précision pour les insectes. Et le but donné à la section, connaître de tous les procédés, instruments, engins imaginés pour leur destruction, récompenses à accorder proportionnées à l'importance des avantages que tirerait la société de l'anéantissement de ces espèces dévorantes. Une nouvelle appellation. Instructions à publier pour en indiquer les moyens. Donc 3 directions. Invention pour destruction, récompense, information. Nous avons là résumé le programme d'une partie de l'administration agricole pour une bonne partie du XIXe siècle, très lié à l'esprit de la législation de la période. Si on poursuit la consultation des inventaires réalisés ici après la Deuxième Guerre mondiale, nous rencontrons les grandes calamités contre lesquelles il a fallu lutter au XIXe et XXe siècle. Ce sont les calamités agricoles présentées par leur nom, la maladie de la vigne, l'oïdium, le phylloxéra, le mildiou, et puis le doryphore. La description des documents n'est pas détaillée, pourtant, les archives conservées sont très riches. Je prendrai l'exemple du doryphore qui s'attaque aux pommes de terre, dont on a parlé un petit peu ce matin, et qui envahit la France après la guerre de 1914. Il est venu des États-Unis et s'est répandu à partir de 1870 à peu près. Il était issu du Mexique. Avant la Première Guerre mondiale, il a touché l'Allemagne et qui a réussi à s'en débarrasser en brûlant les champs atteints. Mais il touche la France quand le pays est amené à exporter des pommes de terre, avec des conséquences économiques, évidemment. Et le ministère de l'Agriculture entame une véritable campagne de guerre et d'information. Le service du doryphore est créé au sein de l'Inspection générale de l'agriculture. Il recense les zones non atteintes, dites zones de protection, où l'importation des pommes de terre est réglementée et surveillée, et des zones atteintes, dites zones contaminées, faisant chaque année des arrêtés pour définir ces zones où une réglementation est imposée quant au commerce des denrées. Alors, voici quelques documents assez parlants. Un tableau qui montre l'extension de l'invasion, département après département, depuis la Gironde et la Dordogne, et des cartes en 1934, en 1935, on croirait une carte stratégique. Des efforts d'information par des brochures, celle-ci date de 1877, des cartes postales et des affiches. Alors celles-ci viennent du ministère de l'Agriculture en Belgique, elles sont là à titre documentaire. La destruction du doryphore est obligatoire. Et une affiche, également issue de la Belgique, mais que l'on trouve dans les archives du ministère de l'Agriculture. Celle-ci de 1948 du ministère français de l'Agriculture. Et ici, après la guerre, des photographies qui seront utilisées pour des publications scientifiques ou grand public. Donc, un véritable arsenal. Le ministère édite aussi des films. Ces campagnes d'information sont importantes, d'autant que les enfants des écoles ont aussi été chargés de chasser les doryphores. Je m'en tiendrai là pour ce qui est de cet insecte, c'est un exemple. Mais les archives permettent aussi d'entendre la voix du citoyen, de l'individu hors administration, ses revendications, ses mots, ce que lui considère comme nuisible. Des mémoires sont envoyées à la Convention, indiquant les meilleurs moyens ou ceux qui ont été trouvés pour lutter contre telle ou telle bête considérée par l'auteur comme nuisible à l'agriculture et demandent la publication de leurs découvertes. Ils réclament des primes, des récompenses financières pour encourager la chasse à tel ou tel animal. Ils demandent des descriptions scientifiques de tel ou tel insecte qu'ils ne connaissent pas pour le repérer. Sa voix, la voix se mélange donc aux instructions administratives. Alors, attendez, hop. Ici, un mémoire présentant différents moyens pour venir à bout de la pie, du jet et du moineau. Je passe l'introduction sur les mérites de l'agriculture et je cite ce mémoire. « Je me contenterai de vous présenter le tribut de mes réflexions relatives à une partie des ennemis qui dévastent nos propriétés en indiquant les moyens que j'ai imaginés pour les combattre. Ces ennemis dont je désirerais avoir l'honneur de vous entretenir sont bien faibles en apparence, mais les torts qu'ils causent sont dignes de la plus sérieuse considération. Mon dessein par cet écrit est de déclarer la guerre à des oiseaux et à des insectes, et j'espère que mes observations sur ces êtres inutiles et destructeurs ne paraîtront point indignes de votre attention. » Premier article, le moineau. Il y a 2 espèces de moineaux. Le plus gros, qui se nomme passereau ou moineau franc, suit la destruction de l'oiseau et de ses mœurs. Et je continue. La nourriture de ces oiseaux a pour objet le froment, l'arche, le chènevis et les pois de jardin. Ils ne mangent des insectes que quand ils sont privés de ces grains, si essentiels à la subsistance de l'homme. Ceux qui vivent à la campagne ont vu souvent des bandes de moineaux sonores fondre sur un champ de blé mûr, becqueter les épis qu'ils renversent, dont ils brisent les tiges, et causent par ce moyen une dévastation sensible dans les moissons. Ils ravagent pareillement les treilles, les vignes.
Ils s'avoisinent pendant l'hiver des granges et des greniers dans lesquels ils font un dégât et une déperdition considérable. Enfin, ces petits animaux, dont la voracité est surprenante, font une consommation très sensible des biens les plus précieux de l'homme. L'intérêt général semble exiger la destruction d'un ennemi parasite qui dévaste nos propriétés et dévore notre subsistance. Vous aurez noté le vocabulaire très emphatique de l'auteur. Donc, un ennemi connu, des ravages, une solution déjà expérimentée ailleurs et une récompense, la mise à prix des bêtes d'oiseaux. La mise à prix des animaux, tel est bien l'objet de la plupart des mémoires et adresses se plaignant des nuisances apportées à l'agriculture et envoyées au gouvernement. Le loup voit ses chasseurs rétribués quand quand les chasseurs tuent un animal, et les réclamations visent à élargir ces dispositions à toutes les espèces qui paraissent nuisibles pour une raison ou pour une autre. Dans notre mémoire, il est ensuite question du corbeau. Il y a aussi la picarnassière, le geai, les tourneaux, le pivert, les chenilles, la taupe. Des plaintes concernent les chèvres. Elles étaient citées tout à l'heure dans les animaux utiles. Question de point de vue. Dans ce petit mémoire, envoyé le 6 Floréal en 5 au directoire, il est indiqué de tous les animaux domestiques, le plus malfaisant et le plus dangereux pour les propriétés rurales est sans contredit la chèvre. Le nombre s'en augmente aujourd'hui avec une nette progression qu'il faut renoncer à toutes sortes de clôtures vives et à élever aucun arbre de champ et à retirer aucun produit des bois de quelque espèce qu'il soit, et de demander qu'on laisse les chèvres enfermées constamment et que les textes soient rédigés pour imposer cet enfermement. En Ariège, il y a les ours. En Charente-Inférieure, on se plaint des termites. Des plaintes concernent aussi les sauterelles, les hannetons, les vers qui infestent les oliviers. Évidemment, la plus grande partie concerne les loups, mais je ne voulais pas insister sur cet aspect. Je voudrais conclure en m'interrogeant sur ces inventaires. Dont je vous ai parlé, qui décrivent les documents, qui utilisent soit un lexique administratif issu de l'administration qu'ils décrivent, sans anachronisme, soit le vocabulaire employé dans les documents eux-mêmes. Le chercheur, qui s'intéresse à la notion de nuisible, aujourd'hui, doit avoir suffisamment en tête l'esprit et le vocabulaire de l'époque dans laquelle il recherche des documents pour interroger ces instruments de recherche que sont les inventaires. Voici un inventaire fait au début de la Restauration, des documents versés par le premier bureau de l'agriculture en mai 1811. Vous y voyez la trace des animaux nuisibles, 3 cartons, les chenillages, 1 carton, l'état des animaux ruraux, bêtes à cornes, économie animale, bêtes à laine, 12 cartons, et épizootie, 4 cartons. Ce sont là les catégories du ministère de l'Agriculture. Vers 1830, des fichiers sont constitués qui reprennent les dossiers et les versements suivants et décrivent les archives de façon détaillée. Projet de destruction de chiens, moineaux, mémoire sur les ravages que causent les chèvres, dossier sur la destruction des loups, destruction des animaux nuisibles, ordre alphabétique, destruction des loups, prime accordée à cet effet. Ces états sont distribués dans le carton par année par ordre alphabétique de département. Ensuite, on a la rédaction d'inventaires plus détaillés. Aujourd'hui, ces inventaires qui sont dactylographiés font l'objet d'une introduction dans notre système informatique avec une description normée. Les versements récents se trouvent pour la plupart dans les instruments de recherche informatique des Archives nationales, notre salle des inventaires virtuels. Je vous propose de voir ce que donne une recherche dans notre système informatique. D'abord avec le terme « nuisible ». Je l'ai indiqué ici dans la barre de recherche. Et vous voyez ici la réponse donnée par le système. 132 inventaires en ligne qui utilisent les termes nuisibles dans leur description. Vous trouvez en premier les dossiers de la maison du roi ou de l'empereur, l'équivalent de ceux que je vous ai présentés tout à l'heure. En dessous, il y a d'autres dossiers qui ne nous concernent pas, mais si on continue, on aboutit à les dossiers de la direction de la nature et des paysages, politique de la chasse, avec les détails des cotes, les dossiers relatifs au gibier, nuisibles et chamois, un avant-projet de directive interministérielle, des arrêtés classant les espèces nuisibles en 1990 et des annexes au rapport de la mission interministérielle entre 1960 et 1979. Un dossier intitulé « Nuisibles ».
Alors, je vous propose, et puis un autre, prédateur. Je vous propose d'ouvrir ce dossier indiqué nuisible. Vous avez ici le détail de ce qu'il comporte. Une étude pour le comptage des espèces classées nuisibles dans le département d'Indre et Loire, des décrets circulaires, des dossiers relatifs à des battues générales et chasses particulières 1999, le classement des animaux nuisibles par département et une brochure sur le piégeage des espèces classées nuisibles en Isère en 1996. Voici le détail de la cote prédateur, des notes et questions écrites, un texte d'André Micou de 1989 et différentes brochures. Je continue ici le résultat d'une autre recherche avec, au lieu de nuisibles, régulation de population. La recherche donne 34 réponses. Voici les 3 premières. Une réponse issue d'un versement du ministère de l'Écologie relative à la protection de la faune et de la flore entre 1975 et 2011. Puis 2 autres réponses qui ne nous concernent pas puisqu'il s'agit de la population humaine. Intéressons-nous donc à la première réponse. Il y a 3 résultats. Et vous pouvez voir ici, alors voici les 3 résultats, et vous voyez ici le descriptif détaillé concernant les études gouvernementales et scientifiques. D'autres recherches pourraient être faites avec succès, avec des noms d'animaux, par exemple, avec espèces classées, prédateurs, défense sanitaire des végétaux. Toute possibilité est ouverte. Pour ces documents plus récents, l'archiviste reprend les termes utilisés par les documents et la recherche en texte libre permet d'avoir de nombreuses réponses. J'ai fait une recherche avec animaux susceptibles d'occasionner des dégâts. Cela ne m'a ramené aucune réponse. Évidemment, il est encore trop tôt. Les archives n'ont pas été versées. Des recherches peuvent être faites aussi par services producteurs, en passant des organismes de gestion de l'agriculture aux organismes de gestion de la nature. La description des documents fait en elle-même histoire et constitue une représentation des nuisibles qui correspond à l'évolution de l'administration, à l'évolution administrative de la notion. C'est un filtre nécessaire imposé à l'historien qui recherche des archives sur cette question. Les recherches et réflexions faites par le personnel scientifique des Archives nationales autour de cette question de nuisibles nous a amenés à essayer de mettre au point un guide du chercheur dans les fonds des Archives nationales. Il peut être organisé autour de 4 axes: les archives de la réglementation, les statistiques et le comptage des nuisibles, la lutte contre les nuisibles, entre destruction et protection, la connaissance des nuisibles. Mais la relativité de cette notion rend la recherche délicate pour éviter tout anachronisme. Il a semblé intéressant d'élaborer un glossaire. Sa mise en œuvre se révèle compliquée. Je pense que les réflexions suscitées par ce colloque nous permettra de proposer une première version de ce travail, sans doute en annexe de la version écrite de cette communication. Je vous remercie. Merci beaucoup de nous avoir indiqué ou d'avoir rappelé pour certains quelles étaient les pistes de recherche possibles à partir donc de ces différents documents.